Une des grandes transformations, vous l'avez évoqué aussi, c'est les fusions municipales, parce que ça aussi, ça a changé quand même l'histoire de l'Institut canadien. Hein, en 2002, les fusions... Radicalement. Ça a été, pour les bibliothèques, ça a été un très gros dossier. Moi, ça m'a accaparé d'abord beaucoup, parce que l'idée, c'était de créer un réseau. De trouver des... D'ailleurs, la fusion municipale avait été vendue sur l'idée qu'il y ait des économies en bout de ligne de fonctionnement. Mais pour qu'il y ait des économies de fonctionnement, il faut éviter d'avoir de la redondance dans le réseau. Et il y avait beaucoup de redondance. Pensons simplement au traitement documentaire. Chacune des bibliothèques, d'abord, achetait elle-même faisait ses acquisitions. Chaque bibliothèque traitait son document. Mais de la même façon, là, tout le monde avait la même fiche partout. Évidemment, à un moment donné, les autres aussi se sont informatisés. Mais là, on s'est retrouvé avec 3 systèmes informatiques au moment de la fusion. Alors, on fait quoi? Il faut arriver à communiquer entre nous. Communiquer ça, donc à trouver un moyen d'avoir qu'un seul système. Donc, il a fallu passer par une étape de reconversion des catalogues. Les 2 principaux, évidemment, c'était ceux-ci d'Anix qui étaient là, puis il y avait Bibliomondo, qui était l'autre compagnie qui était sur le territoire. C'est les 2 principaux systèmes qu'il fallait. Mais on a trouvé finalement, à l'époque, il y avait une équipe informatique qui était unique au Québec aussi, là, parce qu'il avait vécu beaucoup de transformations puis l'évolution du système. Puis à l'époque, on a dit, il faut trouver un moyen, quel qu'il soit, là, il faut arriver à développer ce... Donc, ça s'est fait quand même relativement rapidement, compte tenu de la complexité de la tâche, là. Et finalement, ça a permis de créer toutes sortes de beaux produits, des sous-produits, je dirais, de cette convergence-là. Entre autres, la capacité de faire une collection flottante. Donc, de faire en sorte que si un document est emprunté à un point X et remis à un point Y, il reste dans le point Y jusqu'à la prochaine demande. Ce qui fait qu'on ne paralyse pas le livre, il ne reste pas en transit. Constamment. Il reste en transit le moins longtemps possible. Ça aussi, c'est une belle idée qui a été recopiée ailleurs. Recopiée, puis qui est encore... il y a encore des gens qui nous contactent fréquemment pour savoir comment on fonctionne. Comment faites-vous ça? Oui. C'est quoi le miracle? Dont les villes, dont Barcelone récemment, qui s'est intéressé beaucoup au système. Une autre grosse révolution au niveau des technologies, ça a été fort probablement l'arrivée d'Internet. Ça a quand même révolutionné aussi la façon dont la bibliothèque voyait son rôle. Puis vous avez joué un rôle important aussi dans la transformation à ce niveau-là, au cœur de la bibliothèque. Là, je dois dire que j'ai eu un sentiment de fierté assez grand quand je pense à tout ça, là, parce qu'à l'époque, j'avais pas de ressources. J'avais eu cette idée-là. J'ai dit, il faudrait trouver un moyen de faire entrer la micro-informatique, comme on l'appelait à l'époque. Là. Je prends le langage de l'époque. Il faut que la micro-informatique entre dans les bibliothèques. Et on avait un service des gens d'affaires à Gabriel-Leroy qui fonctionnait plus ou moins. C'était une idée intéressante sur papier, mais on souhaitait insérer les gens d'affaires dans la bibliothèque par un centre de documentation spécialisé. Et l'idée n'a pas vraiment fonctionné. Les gens d'affaires ont boudé ce service-là. Puis j'ai dit, pourquoi pas ne pas le modifier? Donc, de remplacer les documents par des postes informatiques et puis de leur permettre d'essayer peut-être des logiciels qui pourraient les aider dans la gestion de leur entreprise. Parce que l'idée, c'était de garder toujours cette clientèle-là. Tournée vers cette clientèle. Mais là, on a eu des surprises parce que dès la première journée d'opération, c'était plus des gens d'affaires qui étaient là. C'était monsieur et madame tout le monde qui voulaient s'initier à l'informatique. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un phénomène troublant qui est arrivé. C'est que la Logitech, parce qu'on l'appelait, mettons, la Logitech, on a dit c'est plus pertinent de l'appeler le secteur des gens d'affaires. On va l'appeler la Logitech, parce que c'est une bibliothèque de logiciels. La bibliothèque, ça fonctionnait tellement bien que finalement, la Logitech s'est répandue dans l'ensemble de la bibliothèque avec le temps. C'est ce qui est arrivé. Sans qu'on le devine au départ. Et aujourd'hui, quand on regarde ce que sont les bibliothèques, bien, des postes informatiques, il y en a partout. Les postes informatiques, les Media Labs, Exactement. Ça occupe une place importante, en effet. Il y en a partout. Et je me suis dit, il doit y avoir un moyen aussi d'initier les enfants à ça. Il faudrait qu'il y ait le pendant adulte de la Logitech, ça devrait être une Logitech pour enfants.
Et là, je n'avais pas de sous. Mon directeur de l'époque avait dit bon, tu te débrouilles, il n'y a pas de subvention pour ça. Alors, moi, j'ai dit si j'approchais Apple. Alors, Apple Canada a répondu assez rapidement à ma proposition en disant j'ai dit écoutez, nous, on voudrait établir la chose au moins avec 6 postes au départ. On va vous fournir des 2GS, Apple 2GS. Pour ceux qui font fait l'histoire de l'informatique, le 2GS, c'était quand même une bonne machine pour l'époque, mais avec des capacités aujourd'hui qui seraient nettement dépassées. Là. Mais on avait enfin nos 6 postes et on a fait un aménagement autour de tout ça au secteur jeunesse et ça a fonctionné à merveille. Encore là, c'était une première au Québec. Ah, c'était une première. Là, tous les collègues venaient à Québec pour visiter la Logitech et l'idée s'est répandue dans l'ensemble des bibliothèques. Parce que c'est ça, Gabriel Roy, ça a été un magnifique laboratoire. En tout cas, pour moi, ça a été un laboratoire extraordinaire. Ça, c'est intéressant d'entendre ça parce que ce que vous dites à propos de Gabriel Roy, à l'aube de la réouverture de notre bibliothèque centrale, qui, encore une fois, cherche à pousser les limites, à retransformer la conception de la bibliothèque, d'ouvrir des nouvelles possibilités, c'est formidable de voir que c'est ce chemin-là qu'a joué Gabriel Roy après son ouverture et dans ses premières années de vie, puis que c'est encore une fois cette réinvention-là qu'elle s'apprête à faire vivre. On a parlé de l'informatisation, on a parlé de l'arrivée d'Internet. L'autre grande révolution au niveau des technologies, c'est certainement l'arrivée du livre numérique. Puis encore là, Québec et l'Institut canadien a été à l'avant-garde de ce qui s'est passé dans cette grande transformation-là. On est à peu près au début des années 2000? Oui, on est en fait, il y a eu plusieurs étapes. D'abord, la première étape, je dirais, ça a été de prendre contact avec les éditeurs pour avoir accès dans les catalogues aux premières couvertures, à la couverture du document. Parce qu'on s'est dit, c'est bien beau d'avoir une notice catalographique, mais sans la couverture, souvent les gens ont enregistré, ils ont vu à la télé ou ils ont vu la couverture du livre, puis ils cherchent. La même chose quand on se promène en librairie ou en bibliothèque, ce qu'on voit, c'est d'abord le visuel, le titre, l'auteur, l'image de la couverture. Là, je me rappelle, à l'époque, j'ai rencontré des éditeurs, j'ai rencontré des libraires, puis tout le monde me disait « Oui, mais vous allez nous payer un droit d'auteur pour ça, ça fait partie intrinsèquement du livre. » Oui, mais j'ai dit, en contrepartie, c'est un élément de vente aussi. Puis c'est un peu l'idée que ça pouvait servir également d'élément promotionnel, qu'on a pu finalement avoir accès à la couverture des documents, puis de les représenter dans le catalogue. Maintenant, l'autre étape, évidemment, c'était de rendre accessible le contenu des livres numériques. Pas simple au niveau de la gestion des droits d'auteur, là. Ça posait un problème. Et on s'est dit, est-ce que chaque bibliothèque devra négocier l'accès aux documents numériques? Alors, c'est là que moi et quelques collègues, on a mis sur pied un comité de travail qui a travaillé pendant presque 2 ans. On s'est réunis à la Grande Bibliothèque avec des représentants du monde de l'édition, des libraires. J'étais là. Je crois que j'étais là à ce moment-là parce que je m'impliquais, moi, à l'époque, du côté des librairies du Québec. Et puis, finalement, on a trouvé une voie de passage qui nous a permis d'avoir accès, de créer d'abord BiblioPresto, là, qui a été la créature qui a permis de cette jonction-là. Donc, plutôt que de gérer à la carte chacune des bibliothèques, on a un lieu commun de gestion avec un comité promotionnel, avec un comité directeur. Et puis, je dois dire que ça a fonctionné au-delà de nos espérances. C'est un méga succès encore aujourd'hui. Oui. Puis c'est aussi révolutionnaire parce qu'il n'y a pas de système de ce type-là qui a été mis en place de façon aussi collégiale par un milieu du livre avec toutes les entités qui y sont représentées ailleurs sur la planète. C'est inédit. Ouais. Puis finalement, je suis très fier de ça. C'est un très, très grand succès. Puis Québec avait été lieu du projet pilote même pour cette technologie-là. Effectivement.